Depuis 25 ans, le marché de l'énergie européen a entamé une grande mutation. Dans l'idée d'établir un marché unique, respectueux des enjeux climatiques, l'Europe a ouvert les marchés nationaux de ses membres à une concurrence inter-États et interne. Ce projet ambitieux, libéral et écologique commence cependant de montrer ses limites et d'exposer ses faiblesses alors que la situation ukrainienne bouleverse un statu quo confortable. Les prix de l'énergie explosent, la situation se tend et il faut trouver de nouveaux partenaires énergétiques aux abords de l'hiver. L'Europe et ce marché traversent donc une crise inédite à laquelle il faut apporter des solutions. L'enjeu est important, mais cette situation qui a pour cause des politiques internes, européennes et des stratégies géopolitiques est compliquée à appréhender. Alors avant tout et pour comprendre, voilà ce qu'il faut savoir. D'abord, prenons le temps de bien comprendre la situation européenne et française. En Europe, l'énergie est un sujet d'importance. Du fait de son nombre d'habitants et de son niveau de développement économique et industriel, l'Union européenne est le troisième consommateur d'énergie dans le monde, derrière la Chine et les États-Unis. Si chaque pays dispose de son marché interne, il est tout de même étroitement connecté aux autres pays européens. Les énergies s'échangent et assurent une certaine sécurité énergétique en cas de panne de grande ampleur dans un pays. Ces interconnexions permettent d'appréhender l'Europe comme une entité entière en termes d'énergie. Elle a donc son propre mix énergétique qui est à l'addition de ceux de chacun de ses membres. Dans la zone européenne, plus de 70% de l'énergie disponible est d'origine fossile. Le pétrole, le gaz et le charbon sont les trois sources les plus consommées, bien que leur part dans le mix énergétique européen a diminué de 11% depuis les années 90. A l'inverse, les énergies renouvelables sont de plus en plus utilisées, représentant 22% du mix énergétique européen en 2020 contre 16% en 2012. Les transports sont les principaux consommateurs d'énergie, loin devant les ménages, les services ou même l'industrie. Cependant, ils consomment des hydrocarbures et l'Europe est assez pauvre en ces ressources. Elle doit donc se résoudre à les importer. En 2019, les importations représentaient 60% de la consommation européenne, majoritairement en provenance de Russie pour le gaz et du Moyen-Orient pour le pétrole. La France occupe une place d'importance en Europe. Elle est dans la moyenne basse des pays les plus dépendants de l'importation, car seuls 47,6% de son énergie était d'origine étrangère en 2019, loin derrière l'Estonie et ses 4,6%, mais encore plus loin devant Malte et ses 97,2% d'énergie importée. Le mix énergétique français est très orienté vers le nucléaire et le coût moyen de production de son énergie est environ 2 fois inférieur à celui de ses voisins, tout en rejetant moins de gaz à effet de serre. Cependant, la France aussi fait face à ses propres crises et subit, comme actuellement, sa dépendance au nucléaire. À présent, rentrons dans le vif du sujet, les politiques énergétiques. Commençons par l'Europe, dont les politiques cadrent ses membres, dont la France. Les enjeux principaux, au cœur de chaque politique énergétique européenne, sont formalisés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou TFUE. Il s'agit de garantir le fonctionnement du marché de l'énergie tout en assurant la sécurité de l'approvisionnement énergétique, de promouvoir l'efficacité énergétique, les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies renouvelables, et enfin d'assurer l'interconnexion du réseau énergétique entre les États membres. En ce moment, l'Union européenne fait face à une crise énergétique. Depuis ses débuts, elle est très dépendante du gaz produit à l'étranger, notamment en Russie. En 2021, 90% du gaz européen était issu de l'importation. Aussi, quand l'Europe a décidé de se passer du gaz russe pour la sanctionner de son invasion de l'Ukraine, il a fallu chercher ce gaz ailleurs pour des prix largement supérieurs. En effet, se priver du gaz russe, c'est faire une croix sur 22% de la production mondiale, qui plus est, dans un pays voisin. Les prix pour les consommateurs s'en sont naturellement ressentis, et quand l'Europe a fait de même avec le pétrole russe, la situation a empiré, menant à cette crise que nous connaissons actuellement dans toute l'Europe. Pour cette raison, les 27 qui condamnent fermement les actions de la Russie en Ukraine comptent maintenir la situation d'embargo tout en changeant leur mode de consommation de l'énergie. C'est le plan Repower EU. Celui-ci comporte 3 points majeurs. D'abord, il vise à réaliser des économies d'énergie aussi bien au niveau des entreprises qu'à celui des particuliers. C'est le moyen le moins coûteux de réduire la dépendance européenne au gaz russe, ne simplement plus le consommer. Ces économies s'accompagnent d'un investissement de 10 milliards d'euros dans les infrastructures énergétiques, notamment électriques. L'objectif est d'augmenter la souveraineté européenne, qui est grossièrement un autre terme désignant l'indépendance énergétique, en se donnant les moyens de produire davantage de biométhane et en se lançant dans l'hydrogène décarboné.
Petite parenthèse sur ce dernier, c'est une énergie qui offre de nombreux avantages. Elle est notamment très intense, et sa consommation ne rejette pas de gaz à effet de serre. Seulement, elle a aussi un gros inconvénient. Nous sommes actuellement incapables de la produire sans rejeter une importante quantité de CO2. L'objectif de l'Europe est donc de parvenir à industrialiser la production décarbonée de l'hydrogène afin d'en faire une énergie verte, d'où le terme hydrogène décarboné. Ensuite, l'Europe cherche activement de nouveaux partenaires chez lesquels se fournir en gaz, notamment la Norvège, l'Azerbaïdjan, l'Égypte et Israël. L'objectif est de se constituer une base de partenaires fiables avec lesquels il sera possible d'échanger du gaz. Enfin, les 27 ont décidé d'accélérer leur transition vers les énergies vertes et renouvelables en investissant massivement dans leur développement. D'ici 2027, l'Europe espère être totalement indépendante du gaz russe, avoir commencé des plans de décarbonation de son économie et s'être forgé une base de partenaires internationaux sur lesquels elle pourra s'appuyer si besoin. Mais l'Europe s'engage aussi à respecter les accords de Paris, qui stipulent qu'un effort mondial doit être fourni pour que la hausse de la température mondiale reste limitée à 1,5 degré. Pour cela, elle contraint les pays membres à adopter des politiques à long terme allant dans ce sens. Avant de rentrer dans les détails de la politique française, jetons un œil au rapport d'information du Sénat sur les politiques énergétiques, qui donne les directives que ces dernières devraient idéalement suivre en plus des objectifs européens. Tout d'abord, le développement durable, qui porte l'idée que l'économie doit être développée au bénéfice des générations présentes sans que le coût pour les générations futures soit inacceptable. Ainsi, selon cette règle, il est nécessaire de veiller à la préservation de l'environnement, à l'accroissement de l'efficacité énergétique, tout en réservant les ressources fossiles à des usages essentiels et en privilégiant les transports les moins énergivores. Ensuite, il faut ouvrir l'éventail des possibles afin de préserver l'avenir. L'idée est de veiller à ne pas devenir dépendant d'une seule source énergétique dans notre quête de l'indépendance énergétique, tout en restant à l'affût des nouvelles énergies et innovations technologiques. Selon cette règle, il faut donc promouvoir les sources d'énergie décentralisées telles que les énergies thermiques, comme la géothermie, le gaz naturel et le photovoltaïque. Suivant ces consignes et s'appuyant sur les décisions européennes, la politique énergétique française décidée en 2022 s'articule autour de plusieurs points. Premièrement, les risques de pénurie et la situation exceptionnelle de crise pour cet hiver 2022. Pour en prémunir les Français, la capacité des réserves nationales de gaz a été augmentée, puis ces dernières ont été remplies à 100%. L'objectif est de pouvoir échanger ce gaz avec nos voisins européens contre de l'électricité, dans le cas où nous nous trouverions incapables de la produire. Ensuite, le gouvernement a mis en place EcoWatt, un dispositif permettant de constater en temps réel l'état de l'électricité et de voir les éventuelles tensions sur le réseau. En cas de situation critique, il pourra demander aux entreprises, aux collectivités et aux citoyens de baisser leur consommation afin de s'épargner les coupures. Si jamais cela s'avère insuffisant, le gouvernement s'autorise des micro-coupures permettant de soulager le réseau et de s'assurer que les pannes d'électricité ne toucheront pas d'infrastructures essentielles. Le bouclier tarifaire mis en place en 2021 a également été prolongé, limitant ainsi la hausse du gaz et de l'électricité à 15% pour les Français, les très petites entreprises et les petites collectivités, contre 300% pour l'Italie sur la période de 2019 à 2023. Enfin, des aides ont été mises à disposition des entreprises et des collectivités. Deuxièmement, la politique française vise à baisser les prix de l'énergie durablement. D'abord en renforçant le dialogue avec les fournisseurs réguliers de gaz pour obtenir des contrats plus avantageux en mettant en avant l'importance de l'Europe. Ensuite, la France accepte de réaliser des achats groupés d'énergie afin de réduire la concurrence entre les pays membres de l'Union européenne. Enfin, le gouvernement envisage un plafonnement des prix du gaz à l'instar de ce qui s'est fait en Espagne avec succès. Troisièmement, l'émancipation des énergies fossiles. Pour y parvenir, le gouvernement met en avant la sobriété énergétique, car la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas. Il souhaite centrer davantage la production énergétique autour des énergies décarbonées, notamment le nucléaire et les énergies renouvelables. Et enfin, le développement de nouvelles sources énergétiques comme l'hydrogène décarboné. Quatrièmement, la modernisation et l'extension du parc nucléaire existant. D'abord, la France souhaite renforcer la visibilité du secteur pour attirer une nouvelle génération de chercheurs, de techniciens et d'ingénieurs nucléaires. Puis d'innover avec la construction de SMR, qui sont des petits réacteurs nucléaires modulaires. Ces derniers ont l'avantage d'être produits en usine et d'être très compacts, ce qui leur permet de servir de source d'énergie d'appoint. Ils pourraient donc se substituer aux énergies fossiles dans un certain nombre de cas,
notamment l'industrie. Ces SMR sont un pari risqué car, pour l'instant, rien ne dit si leur mise en œuvre sera compétitive avec les autres sources d'énergie, notamment les réacteurs traditionnels. Cinquièmement et finalement, l'innovation dans les sources d'énergie d'avenir et la décarbonation de l'économie. L'objectif est de faire de la France une nation de premier ordre dans la production d'hydrogène décarboné, en investissant massivement, à 9 milliards d'euros, dans son développement. Là encore, il s'agit d'un pari ambitieux, car comme dit précédemment, nous sommes actuellement incapables de produire cette énergie de façon verte et décarbonée. Toutefois, si ce pari s'avère payant, cela permettra d'accroître la souveraineté énergétique française avec une énergie décarbonée. De plus, pour compléter la décarbonation de l'économie française, le gouvernement compte s'appuyer sur la géothermie, la biomasse, les biocarburants et le biogaz. La France, avec cette politique, se fixe plusieurs objectifs pour 2050. Avoir diminué la consommation énergétique française de 40%, être capable de produire 60% d'énergie en plus, avoir construit 50 parcs éoliens en mer, et enfin d'avoir multiplié par 10 la production d'énergie solaire. En conclusion, cette politique est ambitieuse et elle annonce des changements en profondeur ainsi qu'une refonte quasi complète de l'économie française. De plus, cette politique est intimement liée à l'Europe, qui annonce elle aussi des changements drastiques dans son système énergétique. L'Europe et la France font donc face à un grand nombre de challenges relatifs à l'énergie, aussi bien d'ordre économique qu'écologique. L'un des enjeux principaux de la France et de l'Europe est de découpler les prix de l'électricité et du gaz. En Europe, le prix de l'électricité est fixé par la dernière centrale électrique nécessaire pour complètement répondre à une demande à un instant T. On fait alors appel aux producteurs d'énergie, en privilégiant d'abord les moins chers, comme les énergies renouvelables et les centrales nucléaires. Par contre, si la production de toutes ces centrales n'est pas suffisante pour répondre à la demande, il est nécessaire de lancer des centrales plus onéreuses, celles à gaz ou à charbon. Ces dernières sont, d'ordinaire, plus chères à faire tourner. Le prix est alors uniformisé sur le coût de production de la dernière centrale utilisée. C'est ce qui explique que durant les périodes de forte tension sur le réseau, quand la demande est forte, entre 18 et 20 heures par exemple, l'électricité coûte plus cher. Mais en ce moment, avec l'embargo du gaz russe, le prix du gaz a été décuplé et les prix s'en ressentent de par cette uniformisation. La France subit cette inflation aussi fortement que les autres pays européens, alors que sa production énergétique, fortement nucléaire, est parmi les moins chères d'Europe. C'est pourquoi le ministre des Finances Bruno Le Maire appelle à découpler ces prix. Un autre enjeu majeur est celui de la transition énergétique. Si le projet est en soi colossal, il l'est d'autant plus si l'Europe souhaite conserver son autonomie énergétique et ne pas devenir intégralement dépendante d'un fournisseur externe. Cette problématique en rejoint une autre, la gestion de l'intermittence des énergies renouvelables. En effet, la production électrique des énergies renouvelables, comme l'éolien ou le photovoltaïque, est dépendante de facteurs hors du contrôle humain, la présence de vent et le rayonnement du soleil. Aussi, virtuellement, ces éléments ne sont jamais présents 100% du temps. La production d'électricité n'est donc pas régulière sur 24 heures, ce qui peut causer des pannes. Le stockage de l'électricité n'étant pas envisageable tant il est cher et faillible, il faut se résoudre à utiliser une autre source d'énergie, appelée pilotable, comme le charbon, le gaz ou le nucléaire, en complément. Cependant, en Europe comme en France, on trouve peu de gaz et d'uranium. Il faut donc les importer, ce qui rend l'Union européenne fortement dépendante des pays exportateurs. Alors oui, l'Europe est capable de produire suffisamment de charbon, mais si l'objectif est de consommer une énergie propre, utiliser celle dont l'impact carbone est le plus grand est paradoxal. C'est donc une problématique d'importance qui implique de procéder de manière réfléchie et par étapes. Enfin, l'ouverture des marchés énergétiques nationaux à la concurrence. Avant 2007, en France, EDF était en situation de monopole sur la production, le transport et la distribution énergétique française. Cela garantissait une égalité de traitement et surtout cela assurait que l'énergie était revendue à un prix stable et uniforme nationalement. Cependant, à cette date et dans la droite continuité des principes de l'Europe, à savoir d'être un espace de libre-échange des personnes, des biens et des capitaux, l'énergie a fait l'objet d'un projet de création d'un marché européen. Les États membres sont, depuis, capables d'échanger de l'énergie entre eux à des tarifs européens. De plus, et pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en énergie des particuliers européens, les pays dans lesquels les distributeurs d'énergie nationaux étaient en position de monopole ont dû s'ouvrir à une concurrence interne. Cela permet aux consommateurs de choisir leurs fournisseurs et donc de créer une dynamique d'attractivité pour que l'énergie reste à un prix abordable. Cela va même plus loin avec la loi NOM entrée en vigueur en 2011, qui oblige EDF, le principal réseau électrique français, à revendre un quart de sa production à ses concurrents afin d'assurer cet objectif de compétitivité des offres. Sur le papier, ces idées sont bonnes et devaient permettre de garder le prix de l'électricité relativement faible. Mais dans les faits, certains concurrents d'EDF se contentent de revendre de l'énergie qu'ils lui ont achetée, devenant alors des intermédiaires, offrant une plus-value discutable.
L'énergie française a alors commencé à coûter de plus en plus cher, le marché étant, en 2020, 60% plus cher qu'en 2006, avant l'ouverture à la concurrence. Et pourtant, l'État français dispose depuis lors d'un nouveau levier. Il peut obliger EDF à revendre son énergie à prix cassé pour limiter la hausse de la facture des consommateurs. C'est ce qui s'est passé en 2022 où EDF a dû vendre 20% d'énergie en plus à ses concurrents pour une fraction de son prix. Les détails sont un peu techniques, mais en 2022, alors que l'énergie coûte cher et que la France est obligée d'en acheter sur le marché européen, saturer ce dernier avec de l'énergie peu chère a pour effet de faire chuter les prix européens et donc celui payé par les consommateurs. Si EDF a perdu entre 6 et 7 milliards d'euros sur cette transaction, la facture française n'a grimpé que de 4%. Les concurrents, eux, ont pu tirer un formidable bénéfice de cet échange. En conclusion, la France et l'Europe affrontent une crise unique dans leur histoire. Ce nouveau test de la cohésion européenne aura des conséquences lourdes sur le futur de l'Union et de ses membres. Le conflit ukrainien remet en question des mesures dont on ne soupçonnait pas la fragilité et expose la non-fiabilité d'un partenaire économique ancien, la Russie. Pour l'instant, la réponse européenne est courageuse, orientée vers la neutralité carbone et les énergies renouvelables dans une proportion inédite. Les objectifs fixés à l'horizon 2050 sont parlants. Atteindre la neutralité carbone dans toute l'Europe. Les mesures intermédiaires n'en sont pas moins ambitieuses elles aussi. D'ici à 2030, l'Europe souhaite avoir une part de 32% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique, augmenter l'efficacité énergétique de 32,5% et réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Pour 2035, l'Europe compte interdire la vente de véhicules thermiques neufs. Il est important de noter cependant que même si ces objectifs sont atteints, il est très improbable que cela suffise à respecter les accords de Paris. La question se pose alors, quel est l'avenir énergétique de l'Union européenne? Je vous propose d'y répondre dans une prochaine vidéo et vous donne rendez-vous sur cette même chaîne. Pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner.